statut précaire de la philosophie dans le judaïsme, comme dans l'islam, ne fut pas à tous les points de vue une calamité pour la philosophie. La reconnaissance officielle de la philosophie dans le christianisme soumit la philosophie à la surveillance de l'Église. La situation précaire de la philosophie dans le monde juif et dans le monde islamique a assuré son caractère privé et par là son exercice sans surveillance extérieure. Le statut de la philosophie dans le monde islamique et dans le monde juif a ressemblé de ce point de vue à son statut dans la Grèce classique. On dit souvent que la cité grecque était une société totalitaire. Elle embrassait et réglementait les mœurs, le culte des dieux, la tragédie et la comédie. Elle connaissait néanmoins une activité qui était essentiellement privée et qui était au-delà de la politique, la philosophie. Les écoles philosophiques elles-mêmes furent fondées par des hommes sans autorité, des hommes privés. Les philosophes juifs et musulmans reconnaissaient la ressemblance entre cet état de choses et celui qui prévalait en leur propre temps. Développant quelques observations d'Aristote, ils ont comparé la vie philosophique à celle d'un ermite. Farabi attribuait à Platon l'opinion selon laquelle, dans la cité grecque, le philosophe était en grave danger. En faisant cette affirmation, il répétait simplement ce que Platon lui-même avait dit. Dans une mesure considérable, l'art de Platon détourna ce danger, comme Farabi l'a pareillement remarqué. Mais le succès de Platon ne doit pas nous aveugler sur l'exigence d'un danger qui, quelle que soit la grande variété de ses formes, est inséparable de la philosophie. Comprendre ce danger et les formes variées qu'il a prises et qu'il peut prendre est la tâche principale et en fait la seule tâche de la sociologie de la philosophie. Chapitre 2. La persécution et l'art d'écrire. L'équi. Ce vice qui s'est souvent révélé émancipateur pour l'esprit est l'un des faits les plus humiliants, mais en même temps l'un des plus incontestables de l'histoire. Chapitre 1. Dans un nombre considérable de pays, qui avaient joui pendant environ une centaine d'années d'une liberté de discussion publique pratiquement totale, cette liberté est aujourd'hui supprimée et remplacée par l'obligation de conformer les discours aux opinions que le gouvernement croit utiles ou qu'il soutient le plus sérieusement du monde. Il se peut qu'il vaille la peine d'examiner brièvement les effets de cette contrainte ou de cette persécution sur les pensées aussi bien que sur les actions. Une grande partie de la population, probablement la grande majorité de la génération nouvelle, accepte comme vraies les opinions soutenues par le gouvernement, sinon tout de suite, du moins après quelque temps. Comment ces gens ont-ils été convaincus? Et en quoi le facteur temps entre-t-il en ligne de compte? Ce n'est pas la contrainte qui les a convaincus, car la contrainte n'engendre pas la conviction. Tout au plus lui ouvre-t-elle la voie en réduisant toute contradiction au silence. Ce que l'on appelle liberté de penser revient dans un grand nombre de cas et se réduit même en pratique à la possibilité de choisir entre deux ou plusieurs opinions différentes exposées par la petite minorité d'orateurs ou d'écrivains reconnus publiquement. La raison n'est pas autre chose que le choix, c'est la thèse centrale de l'Areopagitica de Milton. Si l'on rend ce choix impossible, la seule espèce d'indépendance intellectuelle dont la plupart des gens soient capables est anéantie. Et c'est la seule liberté de pensée importante en politique. Par conséquent, la persécution est la condition indispensable de la plus grande efficacité de ce que l'on peut appeler la logica equina. Selon Parménide, le philosophe emporté par des cavales, ou selon les Zouïnims de Gulliver, on ne peut pas dire ou on ne peut pas raisonnablement dire ce qui n'est pas. Autrement dit, les mensonges sont inconcevables. Cette logique n'est pas particulière aux chevaux ni aux philosophes tirés par des chevaux. Elle caractérise aussi, il est vrai, de manière un peu différente, la pensée de bien des êtres humains ordinaires. Ces derniers reconnaîtront bien entendu, sans difficulté, que l'homme peut mentir et qu'il ment effectivement. Mais il ajouterait que les mensonges sont éphémères et qu'ils ne peuvent soutenir l'épreuve de la répétition, sans parler d'une répétition constante et que par conséquent une affirmation constamment répétée sans être jamais contredite est nécessairement vraie. Une autre manière d'argumenter dans le même sens maintient qu'une affirmation d'un homme ordinaire peut bien être un mensonge, mais que la vérité de l'affirmation d'un homme respecté et responsable, et donc a fortiori d'un homme occupant une position très responsable ou très élevée, est pratiquement certaine. Ces deux antimèmes
aboutissent à la conclusion selon laquelle la vérité d'une affirmation est absolument certaine si le chef du gouvernement la répète constamment sans qu'elle soit jamais contredite. Cela implique que dans les pays en question, il est impossible de faire en sorte que tous ceux dont les pensées ne sont pas réglées par la logica equina, autrement dit tous ceux qui sont capables d'une pensée véritablement indépendante, acceptent les opinions que soutiennent le gouvernement. La persécution, dans ces conditions, ne peut empêcher la pensée indépendante. Elle ne peut même pas en empêcher l'expression. En effet, il est aussi vrai aujourd'hui qu'il y a plus de 2000 ans que l'on peut en toute sécurité dire la vérité que l'on connaît à des relations bienveillantes et dignes de foi, ou plus précisément à des amis raisonnables. La persécution ne peut même pas empêcher l'expression publique de la vérité hétérodoxe, car un homme dont la pensée est indépendante peut exprimer publiquement ses opinions sans dommage pourvu qu'il agisse avec prudence. Il peut même les faire imprimer sans ouvrir aucun danger, pourvu qu'il soit capable d'écrire entre les lignes. L'expression « écrire entre les lignes » désigne le sujet de cet article. L'effet de la persécution sur la littérature est précisément qu'elle contraint tous les écrivains qui soutiennent des opinions hétérodoxes à développer une technique particulière d'écriture, celle à laquelle nous pensons lorsque nous parlons d'écrire entre les lignes. Cette expression est bien évidemment métaphorique. Toute tentative d'exprimer dans un langage non métaphorique la signification de cette expression conduirait à la découverte d'une terra incognita, d'un champ dont les dimensions elles-mêmes sont restées jusqu'ici inexplorées et qui offre une large perspective de recherche aussi hautement énigmatique qu'importante. On peut sans crainte d'être ici convaincu d'exagérer gravement, affirmer que pour ainsi dire, le seul travail préparatoire susceptible de guider l'explorateur de ce champ est enseveli dans les écrits des rhéteurs de l'Antiquité. Pour en revenir à notre sujet présent, prenons un simple exemple qui, j'ai quelques raisons de le penser, n'est pas si éloigné de la réalité qu'il pourrait le sembler au premier regard. Il nous est facile d'imaginer qu'un historien vivant dans un pays totalitaire, membre au-dessus de tout soupçon et généralement respecté du seul parti existant, soit conduit par ses recherches à douter de la justesse de l'interprétation officielle en ce qui concerne l'histoire de la religion. Personne ne l'empêcherait de publier une critique violente de ce qu'il nommerait l'opinion libérale. Il lui faudrait bien entendu exposer l'opinion libérale avant de la critiquer. Il le ferait à la manière tranquille, dépourvue d'effet et un peu ennuyeuse qui semble tout à fait naturelle. Il emploierait de nombreux termes techniques, ferait de nombreuses citations et attacherait une importance injustifiée à des détails insignifiants. Il paraîtrait oublier la guerre sainte de l'humanité pour les querelles mesquines des pédants. C'est seulement lorsqu'il aurait atteint le point central de l'argumentation qu'il écrirait 3 ou 4 phrases dans ce style alerte et concis, susceptible d'arrêter l'attention des jeunes gens qui aiment penser. Ce passage central énoncerait la position des adversaires plus clairement, plus irrésistiblement et plus implacablement qu'elle ne l'avait jamais été au plus beau jour du libéralisme, car il abandonnerait sans bruit toutes les excroissances absurdes du credo libéral qui avait tout le loisir de proliférer au temps du succès du libéralisme, au temps par conséquent où il approchait de la stupidité. Son jeune et raisonnable lecteur aurait pour la première fois une vision fugitive du fruit défendu. La critique, la masse de l'ouvrage, consisterait en développement virulent des thèses les plus virulentes du ou des livres sacrés du parti au gouvernement. Le jeune homme, intelligent qui du fait de sa jeunesse avait jusque-là été attiré par ces expressions immodérées, les trouverait maintenant d'abord simplement déplaisantes, puis après avoir goûté aux fruits défendus, il les trouverait assommantes. Reprenant pour la 2e et 3e fois sa lecture du livre, il discernerait dans l'arrangement même des citations tirées des livres faisant autorité des compléments importants aux quelques énoncés laconiques situés au centre de l'assez courte première partie. La persécution donne ainsi naissance à une technique particulière d'écriture et par conséquent à un type particulier de littérature dans lequel la vérité sur toutes les questions cruciales est présentée exclusivement entre les lignes. Cette littérature s'adresse non pas à tous les lecteurs, mais seulement aux lecteurs intelligents et dignes de foi. Elle a tous les avantages de la communication privée sans avoir son plus grand désavantage, n'atteindre que les relations de l'écrivain. Elle a tous les avantages de la communication publique sans avoir son plus gros désavantage, son plus grand désavantage. La peine capitale pour son auteur. Mais comment un homme peut-il accomplir ce miracle de parler dans une publication à une minorité de ses lecteurs, tout en demeurant silencieux pour leur majorité ?
On peut expliquer ce qui rend possible cette littérature par l'axiome suivant: les hommes irréfléchis sont des lecteurs inattentifs, et les hommes réfléchis sont des lecteurs attentifs. C'est pourquoi il suffit pour un auteur qui ne veut s'adresser qu'à des hommes réfléchis d'écrire d'une manière telle que seul un lecteur très attentif pourra déceler la signification de son livre. Mais objectera-t-on, il peut y avoir des hommes intelligents, lecteurs attentifs auxquels on ne peut se fier, et qui, après avoir découvert le vrai caractère de l'auteur, le dénonceront aux autorités. De fait, cette littérature serait impossible si l'adage socratique selon lequel la vertu est connaissance, et selon lequel par conséquent des hommes réfléchis sont en tant que tels dignes de foi et dépourvus de méchanceté, était complètement faux. Un autre axiome, un axiome cependant qui n'a de signification qu'aussi longtemps que la persécution demeure dans les limites d'une procédure légale, affirme qu'un écrivain attentif d'intelligence normale est plus intelligent que le censeur le plus intelligent en tant que tel. Car la charge de la preuve incombe au censeur, c'est lui ou l'accusateur public qui doit faire la preuve que l'auteur soutient ou a exprimé des opinions hétérodoxes. Pour ce faire, il lui faut montrer que certains défauts littéraires de l'ouvrage ne sont pas dus au hasard, mais que l'auteur a utilisé délibérément telle expression équivoque, ou qu'il a intentionnellement mal construit telle phrase. Ce qui revient à dire que le censeur doit prouver non seulement que l'auteur est en général intelligent et bon écrivain, car un homme qui fait intentionnellement une maladresse en écrivant doit être un maître en l'art d'écrire, mais surtout qu'il était au niveau habituel de ses capacités lorsqu'il a écrit les mots incriminés. Mais comment est-il possible de fournir une telle preuve si Homère lui-même se trompe quelquefois ? Nous traduisons littéralement le proverbe anglais qui est lui-même la traduction des vers suivants d'Horace dans Art poétique. Indignor candonque bonus dormitat homerus, verum operi longo fas est obrepere somnum, conféré également chez Quintilien dans Institution oratoire. 2. La répression de la pensée indépendante a existé assez fréquemment dans le passé. Il est en outre raisonnable de supposer que les époques antérieures ont produit proportionnellement autant d'hommes capables de pensée indépendante qu'il en existe aujourd'hui et que certains de ces hommes au moins joignaient la prudence à l'intelligence. On peut ainsi se demander si certains des grands écrivains du passé n'ont pas adapté leur technique littéraire aux exigences de la persécution en exprimant exclusivement entre les lignes leurs opinions sur toutes les questions cruciales d'alors. Certaines habitudes engendrées par un progrès relativement récent de la recherche historique ou en liaison avec ce progrès nous empêchent d'envisager cette éventualité et plus encore d'envisager les questions qui s'y rattachent. À première vue, ce progrès était dû à l'acceptation générale et à l'application occasionnelle des principes suivants. Chaque période historique, fût-il exigée, doit être comprise par elle-même et elle ne doit pas être estimée à l'aune de critères qui lui sont étrangers. Il faut autant que faire se peut interpréter chaque auteur par lui-même. Il ne faut utiliser dans l'interprétation d'un auteur aucun terme d'une quelconque importance que l'on ne puisse traduire littéralement dans son langue à lui, qu'il n'utilisait pas lui-même ou qui n'était pas d'un usage assez courant à son époque. Seules peuvent être reçues pour vraies les présentations des opinions d'un auteur que ses propres affirmations explicites confirment en dernière analyse. Le dernier de ces principes est décisif. Il semble exclure a priori de la sphère de la connaissance humaine et les opinions des écrivains anciens qui seraient présentées exclusivement entre les lignes. Car si un auteur ne se lasse pas d'affirmer explicitement à chaque page de son livre que A est B, mais qu'il indique entre les lignes que A n'est pas B, l'historien moderne exigera encore une preuve explicite montrant que l'auteur pensait que A n'est pas B. Une telle preuve n'a guère de chance de pouvoir être produite, et l'argument de l'historien moderne triomphe. Il peut écarter comme présomption arbitraire toute lecture entre les lignes, ou s'il est paresseux, il acceptera à titre de connaissance intuitive. L'application de ces principes a eu des conséquences importantes. Jusqu'à une époque dont les hommes encore vivants ont encore le souvenir, beaucoup de gens ayant à l'esprit des propos célèbres de Baudin, Hobbes, Burke, Condorcet et d'autres, pensaient qu'il existe une différence de conception fondamentale entre la pensée politique moderne et la pensée politique du Moyen-Âge et de l'Antiquité. L'un des plus célèbres historiens de notre temps a appris à l'actuelle génération de spécialistes qu'au moins depuis les légistes du IIe siècle jusqu'aux théoriciens
ancien de la Révolution française, l'histoire de la pensée politique est continue, changeante dans ses formes, se modifiant dans son contenu, mais toujours identique dans ses conceptions fondamentales. Jusqu'à la moitié du XIXe siècle, Averroès était tenu pour avoir été hostile à toute religion. Après l'attaque victorieuse effectuée par Renan de ce que l'on appelle désormais une légende médiévale, les spécialistes considèrent aujourd'hui Averroès comme un musulman fidèle et même comme un croyant. Les écrivains antérieurs avaient cru que l'abandon de la pensée magique et religieuse caractérisait les médecins grecs. Un écrivain plus récent soutient que les médecins hippocratiques embrassaient en tant que savants un dogme surnaturel. Lessing, l'un des humanistes les plus profonds de tous les temps, réunissant de manière tout à fait exceptionnelle les qualités de l'érudit, de l'homme de goût et du philosophe, convaincu que certaines vérités ne peuvent pas ou ne doivent pas être divulguées, croyait que tous les philosophes antiques avaient fait une distinction entre leur enseignement exotérique et leur enseignement ésotérique. Lorsque le grand théologien Schleiermacher eut affirmé avec une argumentation exceptionnellement habile qu'il n'y a qu'un seul enseignement de Platon, la question de l'ésotérisme des anciens philosophes se réduit pratiquement à la question de la signification des discours exotériques d'Aristote, et sur ce point, l'un des plus grands humanistes d'aujourd'hui affirme que l'attribution de l'enseignement secret à Aristote est manifestement une invention tardive ayant son origine dans l'esprit du néo-pythagorisme. Selon Gibbon, Eusèbe avoue indirectement qu'il a rapporté tout ce qui pouvait contribuer à la gloire de la religion et supprimé tout ce qui pouvait risquer de porter atteinte à son honneur. Selon un historien d'aujourd'hui, le jugement de Gibbon, selon lequel l'histoire ecclésiastique est excessivement partiale, est lui-même fondé sur un préjugé. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, de nombreux philosophes et théologiens pensaient que Hobbès était athée. Aujourd'hui, de nombreux historiens rejettent cette opinion. Tacitement ou explicitement, un penseur contemporain, tout en sentant que Hobbès n'était pas précisément un homme religieux, a aperçu dans ses écrits les grandes lignes d'une philosophie néo-kantienne de la religion. Montesquieu lui-même pensait, et certains de ses contemporains le pensaient avec lui, que l'esprit des lois avait un bon plan, mais même un plan lumineux. La Boulaye pensait encore que l'obscurité apparente de ce plan, ainsi que les autres défauts littéraires de l'ouvrage, étaient dus à la censure ou à la persécution. L'un des historiens les plus remarquables de la pensée politique affirme néanmoins qu'il n'y a pas en vérité beaucoup de rigueur dans l'enchaînement des matières et que la quantité de digressions inutiles est extraordinaire et qu'il est impossible de dire que l'esprit des lois de Montesquieu suit un ordre quelconque. Les remarques d'Alembert, Bertolini et Loubalay sont simplement des explications de ce que Montesquieu lui-même indique par exemple lorsqu'il dit dans la préface « Si l'on veut chercher le dessein de l'auteur, on ne le peut bien découvrir que dans le dessein de l'ouvrage ». D'Alembert dit « Nous disons de l'obscurité que l'on peut se permettre dans un tel ouvrage la même chose que du défaut d'ordre. Ce qui serait obscur pour les lecteurs vulgaires ne l'est pas pour ceux que l'auteur a eu en vue. D'ailleurs, l'obscurité volontaire n'en est pas une. » Montesquieu, ayant à présenter quelquefois des vérités importantes dont l'énoncé absolu direct aurait pu blesser sans fruit, a eu la prudence de les envelopper et par cet innocent artifice les a voilées à ceux à qui elles seraient nuisibles sans qu'elles fussent perdues pour les sages. De la même manière, certains contemporains du rhéteur Xénophon ont cru que ce qui était écrit de belle manière et avec méthode n'est pas écrit de belle manière et avec méthode. Ce choix d'exemple, qui n'est pas complètement arbitraire, montre que la différence typique entre les opinions plus anciennes et les opinions plus modernes n'est pas entièrement due au progrès de l'exactitude historique, mais également à un changement plus fondamental dans le climat intellectuel. Pendant les dernières décennies, la tradition rationaliste, dénominateur commun des opinions plus anciennes et encore assez influente sur le positivisme du XIXe siècle, se trouva ou bien transformée encore plus profondément ou bien complètement rejetée par un nombre toujours plus grand de personnes. Faut-il, et dans quelle mesure, considérer ce changement comme un progrès ou comme une décadence? Seul le philosophe peut répondre à une telle question. Un devoir plus modeste est imposé à l'historien. Il se contentera d'exiger que la tradition de l'exactitude historique soit maintenue, et cela en dépit de tous les changements du climat intellectuel passé et à venir. Par conséquent, il n'acceptera pas un critère arbitraire d'exactitude risquant d'exclure a priori de la connaissance humaine les faits les plus importants du passé, mais il adaptera les règles de certitude sur lesquelles se fonde sa recherche à la nature de son sujet. Il suivra donc des règles telles que celles-ci.
Il est strictement interdit de lire entre les lignes, dans tous les cas où cela n'apporte pas une exactitude plus grande que si l'on s'abstient. Une lecture entre les lignes est légitime si et seulement si elle s'appuie sur un examen exact des énoncés explicites de l'auteur. Avant qu'une interprétation d'un énoncé puisse raisonnablement prétendre être suffisante ou même correcte, il faut avoir parfaitement compris le contexte de cet énoncé, le caractère littéraire de l'ensemble de l'ouvrage et de son plan. On n'est pas autorisé à supprimer un passage ni à en corriger le texte avant d'avoir pleinement envisagé toutes les possibilités raisonnables de le comprendre tel qu'il est, l'une de ces possibilités étant que ce passage soit ironique. Si un maître en l'art d'écrire fait des faux pas tels qu'ils feraient honte à un jeune lycéen intelligent, il est raisonnable de supposer qu'ils sont intentionnels, surtout si l'auteur envisage, ne serait-ce qu'en passant, la possibilité de faux pas intentionnels dans l'écriture. Il ne faut pas identifier sans preuve préalable les opinions de l'auteur d'un drame ou d'un dialogue à celles qu'un ou plusieurs de ses personnages expriment, ou à celles sur lesquelles s'accordent tous ces personnages ou ces personnages sympathiques. L'opinion réelle d'un auteur n'est pas nécessairement identique à celle qu'il exprime dans le plus grand nombre de passages. En bref, il ne faut pas confondre l'exactitude avec le refus, ou l'incapacité de voir la forêt derrière les arbres. L'historien véritablement soucieux d'exactitude se familiarisera avec le fait qu'il existe une différence entre le fait de l'emporter dans un débat ou de prouver à pratiquement tout le monde qu'on a raison et celui de comprendre la pensée des grands écrivains du passé. Il faut par conséquent considérer comme possible que la lecture entre les lignes n'aboutisse pas à un accord complet entre tous les spécialistes. Si l'on estime que cela constitue une objection à la lecture entre les lignes en tant que telle, on peut rétorquer que les méthodes généralement utilisées aujourd'hui n'aboutissent pas elles non plus à un accord universel, ni même à un consensus assez large sur les questions les plus importantes. Les spécialistes du siècle passé étaient enclins à résoudre les problèmes rencontrés dans les textes en ayant recours à la genèse de l'œuvre de l'auteur ou même de sa pensée. Ils supposaient que les contradictions ou les divergences à l'intérieur d'un livre ou entre deux livres d'un même auteur montrent que sa pensée a changé. Si les contradictions dépassaient une certaine limite, on décidait quelquefois sans aucune preuve extérieure que l'un des ouvrages devrait être apocryphe. Ce procédé a connu plus tard un certain discrédit et aujourd'hui de nombreux spécialistes ont tendance à être plutôt conservateurs par rapport à la tradition littéraire et moins impressionnés par une preuve simplement interne. Le conflit entre les traditionalistes et les critiques des sources des textes est cependant loin d'être résolu. Les traditionalistes pourraient montrer sur des cas importants que les critiques des sources des textes n'ont pas du tout prouvé leur hypothèse. Mais même si toutes les réponses proposées par la critique historique des textes devaient en fin de compte se révéler erronées, les questions qui ont éloigné ces chercheurs de la tradition et qui leur firent tenter une approche nouvelle manifestent souvent une prise de conscience de difficultés qui ne trouble pas le sommeil du traditionaliste typique. Une réponse adéquate aux plus sérieuses d'entre ces questions requiert une réflexion méthodique sur la technique littéraire des grands écrivains des époques antérieures, à cause du caractère spécifique des problèmes littéraires impliqués. Obscurité du plan, contradiction à l'intérieur d'un ouvrage ou entre deux ou plusieurs ouvrages d'un même auteur, omission des chaînons importants de l'argumentation, etc. Une telle réflexion dépasse nécessairement les frontières de l'esthétique moderne et même de la poétique traditionnelle et contraindra, je pense, tôt ou tard les spécialistes à prendre en compte le phénomène de la persécution. Pour parler de quelque chose qui n'est guère qu'un aspect différent du même phénomène, nous sommes quelquefois témoins d'un conflit entre une interprétation traditionnelle, doxographique et superficielle de grands écrivains du passé et une interprétation monographique plus profonde et plus intelligente. Leur exactitude est semblable dans la mesure où des affirmations explicites de l'écrivain concerné confirment aussi bien l'une de ces interprétations que l'autre. Cependant, seul un petit nombre de savants envisagent aujourd'hui l'éventualité que l'interprétation traditionnelle soit le reflet de l'enseignement exotérique de l'auteur, tandis que l'interprétation monographique s'arrête à mi-chemin entre son enseignement exotérique et son enseignement ésotérique. La recherche historique moderne, qui est apparue à une époque où la persécution était plus un vague souvenir qu'une expérience contraignante, a neutralisé ou même anéanti une tendance antérieure à lire entre les lignes des grands auteurs ou à attacher plus de poids à leur dessein fondamental qu'aux opinions qu'ils répétaient le plus souvent.
Toute tentative pour restaurer l'approche antérieure à cet âge d'historicisme doit faire face au problème des critères permettant de distinguer les lectures entre les lignes qui sont légitimes de celles qui ne le sont pas. S'il est vrai qu'il existe une corrélation nécessaire entre la persécution et le fait d'écrire entre les lignes, on dispose alors d'un critère dont la nécessité est négative. Le livre considéré doit avoir été composé à une époque de persécution, c'est-à-dire à un temps où la loi ou la coutume imposait une orthodoxie politique. Voici maintenant un critère positif: si un écrivain habile, possédant une conscience claire et une connaissance parfaite de l'opinion orthodoxe et de toutes ses ramifications, contredit subrepticement et pour ainsi dire en passant l'une des présuppositions ou des conséquences nécessaires de l'orthodoxie, qu'il admet explicitement et maintient partout ailleurs, nous pouvons raisonnablement soupçonner qu'il s'opposait au système orthodoxe en tant que tel, et nous devons étudier de nouveau tout son livre avec beaucoup plus de soin et beaucoup moins de naïveté que nous l'avons fait auparavant, jamais fait auparavant. En certains cas, nous disposons même d'une preuve explicite que l'auteur a indiqué seulement entre les lignes ses opinions sur les sujets les plus importants. Cependant, des affirmations de ce genre ne se trouvent pas ordinairement dans la préface ou en d'autres endroits très visibles. On ne pourra même pas remarquer certaines d'entre elles sans parler de les comprendre, tant que l'on sera prisonnier de l'opinion sur la persécution et de l'attitude envers la liberté de parole et la sincérité qui sont devenues prédominantes au cours des 3 derniers siècles. 3. Le terme de persécution recouvre une diversité de phénomènes, depuis le type le plus cruel représenté par l'Inquisition espagnole jusqu'au moins sévère, l'ostracisme social. C'est entre ces deux extrêmes que se trouvent les espèces les plus importantes du point de vue de l'histoire intellectuelle ou littéraire. On en trouve des exemples dans l'Athènes du 5e et du 4e siècle avant Jésus-Christ, dans certains pays musulmans du Moyen-Âge, dans la Hollande et dans l'Angleterre du XVIIe siècle et dans la France et l'Allemagne du XVIIIe siècle, toute période relativement libérale. Mais un coup d'œil sur les biographies d'Anaxagore, de Protagoras, de Socrate, de Platon, de Xénophon, d'Aristote, d'Avicenne, d'Averroès, de Maïmonide, de Grotius, de Descartes, de Hobbes, de Spinoza, de Locke, de Bayle, de Wolff, de Montesquieu, de Voltaire, de Rousseau, de Lessing et de Kant. Pour ce qui est de Kant, dont le cas constitue à lui seul une classe, même un historien aussi peu enclin au soupçon ou à toute autre sorte de scepticisme que Vaughan observe, nous sommes presque conduits à soupçonner Kant de s'être moqué de ses lecteurs et d'avoir nourri une sympathie ésotérique pour la Révolution. Et en certains cas, un simple coup d'œil sur la seule page de titre de leurs ouvrages suffit à montrer qu'ils ont été témoins ou qu'ils ont souffert pendant au moins une partie de leur vie d'une espèce de persécution plus tangible que l'ostracisme social. Nous ne devons pas non plus négliger le fait sur lequel aucune autorité n'insiste assez, que la persécution religieuse et la persécution de la recherche indépendante ne sont pas identiques. Il y eut des époques et des pays dans lesquels toutes sortes de religions, ou du moins une grande diversité de religions, étaient permises, mais dans lesquelles la recherche indépendante ne l'était pas. L'attitude que l'on adopte envers la liberté de discussion publique dépend de manière décisive de ce que l'on pense de l'éducation populaire et de ses limites. En général, les philosophes prémodernes étaient moins audacieux sur ce point que les philosophes modernes. À partir de la moitié environ du XVIIe siècle, un nombre toujours croissant de philosophes hétérodoxes qui avaient souffert de la persécution publièrent leurs livres non seulement pour communiquer leurs pensées, mais aussi parce qu'ils souhaitent contribuer à l'abolition de la persécution en tant que telle. Ils pensaient que la répression de la recherche indépendante et de la publication des résultats de cette recherche était un accident, un effet de la construction imparfaite du corps politique, et qu'il était possible de remplacer le royaume des ténèbres générales par la République